the Department of Homeland Security conducting a raid at a house believed to be connected to Sean Combs, including sex trafficking, forced labor, kidnapping, and the obstruction of justice. He's with me, so go to the party and leave early. It was pretty wild. Combs carried or brandished firearms to intimidate and threaten victims and witnesses. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. On va donc parler de l'arrestation de P. Diddy puisqu'il a donc été arrêté le 16 septembre à New York. Il est donc inculpé pour trafic sexuel, extorsion et il est visé par 9 plaintes de viol. Si vous voulez tout mieux comprendre, je vous conseille vraiment les vidéos qui s'affichent sur l'écran, surtout celle-ci pour en savoir plus sur P. Diddy. Et je vous conseille ensuite ces deux autres vidéos qui vont venir pas mal compléter tout ça, surtout la JVDT sur P. Diddy et Justin Bieber, puisqu'on va revenir dessus, mais je pourrai pas tout vous expliquer en détail. Mais dans tous les cas, je vais venir vous faire un résumé, mais il n'y aura pas toutes les infos quoi. Petite chronologie du coup de ce qui s'est passé. Nous voilà en 2023. C'est en 2023 que tout va commencer. Le 16 novembre, Cassie a déposé une plainte contre Diddy, l'accusant de plus d'une décennie d'abus, de violences physiques répétées et d'en survenu donc en 2018. Cassie, c'est donc son ex-petite amie. Ils sont restés ensemble pendant 10 ans. Ils se sont rencontrés au début des années 2000 lorsqu'elle était l'une de ses petites protégée, voilà, elle travaillait avec lui. Tout au long de leur relation, elle allègue avoir subi des nombreux abus, notamment être forcée parfois d'une façon très violente à avoir des rapports sexuels avec lui. Mais c'est pas tout, elle a également été forcée à participer aux orgies que Diddy organisait à ces fameuses soirées qu'il appelait donc les Freaky Off. Lors de ces fêtes, du coup, elle était contrainte à avoir des relations sexuelles avec des travailleurs du sexe, hommes et femmes. Et si elle refusait, elle était physiquement agressée, donc battue par P. Diddy. Sauf qu'est-ce qui s'est passé? Elle a donc porté plainte, mais le lendemain, donc le 17, moins de 24 heures après toute la médiatisation de l'affaire, Cassie et Diddy ont donc trouvé un accord à l'amiable pour un montant non divulgué et il lui a aussi fait signer un NDA qui est donc un accord de non-divulgation. En d'autres termes, il a acheté son silence. Sauf que voilà une erreur de Diddy parce que lui, il se disait être victime de cancel culture, que tout ça a été fake, mais si tout ça est fake, pourquoi est-ce que de un, tu vas payer pour que la personne ferme sa bouche et en plus de ça, tu lui fais signer une NDA. Donc c'est vrai que ça a semé le doute dans l'esprit de certaines personnes, surtout que Diddy est souvent lié à des théories de conspiration concernant la mort de machin, de bidule, de trafic d'êtres humains depuis déjà les années 90. Sauf que voilà, malgré qu'elle ait retiré sa plainte, ça a vraiment tout déclenché puisque de nombreuses autres accusations ont suivi. Le 23 novembre 2023, Diddy a été accusé d'agression sexuelle dans deux autres affaires datant des années 90, l'une déposée anonymement et l'autre par cette personne-là. Je prends pas le risque d'écorcher son nom. Le 6 décembre, une quatrième plainte a été déposée accusant Diddy donc de trafic et de viol collectif en 2003 sur une femme qui était mineure. Diddy, bien sûr, il a nié toutes les accusations, dénonçant une tentative d'atteinte à son nom et à sa réputation, blablabla. Bla bla. Tout ça va avoir des répercussions puisque le 10 décembre, on apprend donc que 18 marques ont rompu leur relation commerciale avec l'entreprise de commerce électronique de Diddy. Le 13 décembre 2023, Hulu a donc annulé une série télé-réalité sur la famille de P. Diddy. Le projet, il était en phase de développement initial, donc les tournages n'avaient pas encore commencé, mais ça a été annulé. Et c'est donc là qu'on voit à quel point, parce que je pense que certains n'ont pas conscience à quel point Diddy c'est quelqu'un, mais c'est vraiment quelqu'un de très très puissant. Pour que vous ayez une idée, toute cette affaire de Diddy qui vient à peine de commencer est comparée à l'affaire Epstein, pour que vous ayez une idée de l'ampleur que ça prend aux États-Unis. Faut pas oublier aussi qu'il y a à peine 2 ans, Diddy il était honoré aux BET Awards et il a reçu un prix étant l'un des pionniers du mouvement R&B et hip-hop. Donc il y a 2 ans à peine, il était encore là puisqu'il était en train de recevoir un prix sur scène et tout le monde était en train de l'applaudir. Nous voilà donc en 2024, en février, quand le producteur connu en tant que Lil Rod a intenté un procès contre Diddy donc pour agression
agression et harcèlement, à savoir c'est donc le premier homme qui porte plainte contre Didi. Il a également accusé Didi de l'avoir drogué et de l'avoir forcé à avoir des rapports avec des travailleurs du sexe. L'avocat de Didi a nié ces accusations et nous voilà donc le 25 mars quand des agents fédéraux ont perquisitionné les résidences de Didi à Los Angeles et donc à Miami dans le cadre d'une enquête sur le trafic sexuel. Et en ce qui concerne cette enquête, on va pas avoir trop de nouvelles de mars jusqu'à septembre parce que les policiers ont dû être très minutieux. Ils ont appris que Didi avait des connaissances dans la police, mais aussi dans le FBI. Qui c'est qui est étonné, sachant que depuis les années 90, on l'accuse de viol et il se passe jamais rien? Personne. Mais du coup, c'est vrai que l'enquêteur en charge de l'enquête va dire qu'il a dû faire très attention pour que Didi ne soit pas alerté qu'ils étaient en train de faire une investigation sur lui. Quand sa maison a été perquisitionnée donc par les agents de la Homeland Security, qui est vraiment le niveau, voilà, les agents en question ne savaient pas qui pénétrait dans la maison de Didi. Ils vont le savoir seulement quand ils sont rentrés dedans et ils sont tombés sur ses enfants parce qu'ils voulaient pas que Didi soit prévenu. Vous vous demandez sûrement comment ça se fait que cette perquisition a eu lieu. Alors bien sûr, ils avaient déjà des soupçons sur les soirées de Didi en ce qui concernait tout ce qui était drogue, mais il y avait aussi toute l'histoire de trafic. Tout le monde le savait, mais personne n'avait de preuves. Et tout va basculer quand du coup Lil Rod va porter plainte contre Didi en février. Et en plus d'avoir dit tout ce que je vous ai déjà dit, donc qu'il avait été présent lors des soirées de Didi, mais en tant que victime, qu'il a donc été drogué, violé par plusieurs hommes, il va aussi dévoiler que Didi filmait tout ça. Il va donc dire que Didi avait des cassettes chez lui. Et comment il sait ça? Parce que ce mec travaille avec Didi depuis plus de 15 ans. Donc il sait ce qui se passe. Il est très proche de Didi. C'était l'un des principaux producteurs de ces labels. Et c'est ouf de se dire que lui-même, il s'est fait alors que c'est un ami très proche de lui. On pourrait croire que Didi ferait ça que à des personnes qui n'ont pas d'importance pour lui, ou j'en sais rien. Non, même des personnes très proches se faisaient avoir. C'est un mot gentil quoi. Mais du coup, il va dire à la police que Didi avait des cassettes, que chez Didi, il trouverait des preuves, qu'il suffisait qu'il fasse une descente chez lui. Et c'est donc de là qu'ils vont commencer à tout organiser. Et pour que vous compreniez un peu les soirées de Didi, parce qu'il faut comprendre que toutes les personnes qui ont participé ne sont pas coupables. Non. Comment ça se passait? Didi faisait venir donc ses potes célèbres, tout ça, mais aussi des travailleuses du sexe. Et certaines, il les faisait venir d'autres États, des États-Unis, mais aussi d'autres pays, donc Amérique du Sud, Europe, tout ça. Ces femmes-là, en arrivant, elles devaient signer un document, bien sûr, donc pour ne pas dire ce qui se passait là-dedans. Mais jusqu'à là, rien de bizarre. Une fois de plus, ce sont des travailleuses du sexe, c'est leur métier. Lui, il fait venir ses potes, il n'y a pas de problème, tant que tout le monde est consentant. Voilà. Mais le problème, c'est que bien sûr, ça ne se passait pas du tout comme ça. De un, ces travailleuses du sexe se faisaient droguer. Donc certaines étaient inconscientes pendant les rapports. Mais on va apprendre aussi que Didi droguait ses connaissances, ses amis. Et bien sûr, tout était filmé. Et du coup, ben, il avait des images pour pouvoir faire du chantage. Et il faut pas oublier aussi que certaines soirées de Didi étaient normales jusqu'à un certain horaire. Et c'est à partir de cet horaire en question que ça commençait à partir en cacahuète. Party with Diddy a lot? Oh, no, not really. I would go to the party and leave early. I don't know what goes on after hours, but he wasn't trying to find out. Mais bref, on fouille sa maison en mars et c'est seulement en septembre, à son arrestation, qu'on va savoir ce qu'il y avait dans cette maison. Mais pour l'instant, continuons donc dans notre ordre chronologique puisqu'il va se passer des choses. Tout d'abord, en mai, Didi a demandé à un juge fédéral de rejeter la plainte pour viol posée par cette femme en décembre 2023 qui de base était mineure quand ça s'est passé, puisque voilà, il dit qu'il a rien fait et qu'en plus la plainte a été déposée trop tard. Et en ce qui concerne le mois de mai, il y a aussi une vidéo de surveillance de 2016 qui va sortir, une vidéo qui montre Didi en train de pourchasser son ex Cassie dans les couloirs d'un hôtel. La vidéo elle est très dure à regarder, mais on voit donc Didi qui court après Cassie, qui la tire par les cheveux, qui la frappe. Le procureur du district de Los Angeles a expliqué que bien que la vidéo soit dérangeante, Didi ne pouvait pas être poursuivi en raison donc de la prescription des faits. Franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit mais 2016, c'était pas il y a si longtemps que ça. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ça fait 8 ans, c'est quoi? Il y a prescription de moins de 8 ans pour
des faits de violence conjugale, j'ai pas compris. Encore en mai, Didi va donc poster une petite vidéo d'excuses sur Instagram. Voilà, on adore les personnes qui s'excusent des années après parce qu'elles sont fait attraper, parce qu'ils pouvaient s'excuser depuis 2016. Mais non, une fois qu'il s'est fait afficher, qu'on le voit bien frapper sa meuf comme il faut, là, il s'exprime et il s'excuse. Alors la meilleure dans cette vidéo, c'est qu'il va oser dire qu'il a fait une thérapie et qu'il était devenu une personne meilleure. Et coupe pour quelques mois après, quand il est arrêté pour trafic sexuel, viol et je ne sais plus quoi. Personne meilleure. So difficult to reflect on the darkest times in your life. I was fucked up. I mean, I hit rock bottom. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. Disgusted. I went and I sought out professional help. I had to go into therapy and go into rehab. Had to ask God for His mercy and grace. I'm so sorry, but I'm committed to be a better man each and every day. Le 21 mai, une ancienne mannequin a intenté une poursuite contre Didi pour agression sexuelle, affirmant qu'il avait forcé à lui faire une fellation dans un studio d'enregistrement à New York. En 2003, elle affirme également avoir été droguée lors de l'incident en question. Donc 2003 une fois de plus. Et nous voilà donc le 16 septembre quand Didi a été arrêté à Manhattan. De base, il était tranquillou à Central Park. Il y a une vidéo de lui quelques heures avant à Central Park. Et puis il s'est fait arrêter. Le lendemain, les procureurs fédéraux ont dévoilé l'acte d'accusation contre Didi, l'accusant donc de diriger un réseau criminel impliquant donc le trafic sexuel, le travail forcé et donc la corruption. Didi, bien sûr, a plaidé non coupable. Il est actuellement détenu dans une prison de Brooklyn. Et donc, les dossiers en ce qui concerne toute cette affaire sont disponibles à tous et on peut tout lire. Et franchement, le dossier est immense. Parlons donc de ce qui s'est passé en mars quand ils ont fouillé la maison de Didi, parce que c'est seulement là en septembre qu'on va avoir des nouvelles sur tout ça. En entrant dans la maison de Didi, ils ont trouvé des milliers de sextapes, des nombreux disques durs et des clés USB encore reliées à certains ordinateurs portables. Quelque chose qu'ils vont trouver qui a fait beaucoup parler, ce sont donc les 1000 bouteilles d'huile pour bébé. 1000 bouteilles les gars, et c'est pas des petites bouteilles, c'est des bouteilles de 500 millilitres. Normalement, ça dure une éternité, une seule. Là, il y en avait 1000. Alors, à savoir, c'est donc une huile pour bébé, mais c'est aussi utilisé en tant que lubrifiant. Et sachant que Didi n'a pas d'enfant, ben, vous vous doutez pourquoi il les utilisait. Mais on parle de 1000 bouteilles. La photo, franchement, ça fait flipper. C'est vraiment cette photo qui a fait beaucoup parler. Ils ont aussi trouvé plus de 700 sextoys. Alors voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 700 sextoys. Une source anonyme va dire: Didi a fait des milliers de victimes qui n'ont jamais osé parler par peur des représailles. Il faisait du chantage aux gens pour les forcer à participer à ces freaky offs, donc à ces fameuses soirées. Il les menaçait également de leur retirer des privilèges comme leur pouvoir d'achat ou de détruire leur carrière. Personne n'osait s'opposer à l'un des hommes les plus puissants d'Hollywood. Le procureur de l'affaire va donner une interview pour parler de l'arrestation et de tout ce qu'ils ont trouvé. Et je vais vous laisser entendre ce qu'il a à dire, puisqu'il va donc confirmer que oui, Didi a donc abusé de différentes femmes pendant ces dernières années. Including sex trafficking, forced labor, kidnapping, and the obstruction of justice. The indictment alleges that Combs abused and exploited women and other people for years, and in a variety of ways. Combs allegedly planned and controlled the sex performances, which he called freak-offs, and he often electronically recorded them, involved multiple commercial sex workers, and often involved a variety of narcotics, which Combs distributed to the victims to keep them obedient and compliant. As alleged, when Combs didn't get his way, he was violent, and he subjected victims to physical, emotional, and verbal abuse so that they would participate in the freak-offs, and that Combs hit, kicked, threw objects at, and dragged victims, at times by their hair. In addition to the violence, the indictment alleges that Combs threatened and coerced victims to get them to participate in the freak-offs. He used the embarrassing and sensitive recordings he made of the freak-offs as collateral against the victims. And the indictment alleges that he maintained control over the victims in several ways, including by giving them drugs, by giving and threatening to take away financial support, by promising them career opportunities, and even by dictating their physical appearance. The indictment alleges that on more than one occasion, Combs carried or brandished firearms to intimidate and threaten
victims and witnesses. Now, Combs did not do this all on his own. As I mentioned, Combs has been charged with RICO conspiracy. He used his business and employees of that business and other close associates to get his way. Alleges that those individuals facilitated the freak-offs. They booked the hotel rooms and stocked them with the supplies, including drugs, baby oil, personal lubricant, extra linens, and lighting. The indictment also alleges that they helped Combs cover up his crime. He and others pressured witnesses and victims to stay silent. In March of this year, special agents from HSI executed search warrants at Combs' residences in Miami and Los Angeles. They also seized evidence of the freak-offs, electronic devices that contain images and videos of the freak-offs with multiple victims. And they seized cases and cases of the kinds of personal lubricant and baby oil that the office is determined to investigate and prosecute anyone who, no matter how powerful or wealthy or famous you may be. No one should doubt our commitment on that. We are not done. This investigation is ongoing. I want to express my deep appreciation for the victims and witnesses who have used their voices and helped bring this criminal conduct to light. We would not be here without them. Le 17 septembre, Didi s'est vu refuser une première demande de libération sous caution. Le juge fédéral considérait qu'il pourrait représenter un risque de fuite ou même tenter d'intimider les témoins. Après ça, Didi a donc proposé de donner tous ses passeports, son passeport à lui, le passeport de ses enfants, de sa mère, de tout le monde pour prouver que voilà, il n'allait pas essayer de s'enfuir dans une île, je ne sais où, mais sa demande a été refusée une fois de plus. Et il va donc rester en détention jusqu'au moment de son procès, à savoir le juge l'a aussi mis dans une cellule anti-suicide. Et je pense qu'il a raison vu ce qui s'est passé avec Jeffrey Epstein, puisque le mec allait être poursuivi pour des faits similaires et soi-disant il s'est suicidé, on ne sait pas si c'est suicidé ou si on l'a fait tuer. L'avocat de Didi va rassurer ses fans, j'adore ses fans, en disant que Didi n'a pas du tout envie d'en finir, qu'il est prêt à affronter la justice pour dire sa vérité. Mais force à toi mec, surtout avec ce qui va se passer juste après. Didi avait eu une autre copine, une femme, donc à l'époque, c'était donc Kim Porter. Ils se sont connus quand elle était très jeune, elle était secrétaire dans leur boîte, Upton Records, et entre les ruptures, les réconciliations, les allées et venues, ils sont restés ensemble pendant presque 20 ans. Ils ont eu plusieurs enfants ensemble, mais malheureusement, leur relation va se finir quand Kim va mourir, donc en 2018, à l'âge de 46 ans. Elle est apparemment décédée d'une pneumonie, bien que elle n'avait présenté aucun symptôme et qu'elle était en bonne santé. Hein. Et chose assez curieuse, comme je vous ai dit, donc chez Upton Records, ils étaient 5. La plupart étaient dans un stade de leur vie où ils commençaient à écrire leur mémoire, leur biographie, tout ça. Et comme par hasard, ils vont tous mourir, sauf un qui a failli mourir, mais finalement il a survécu. Mais ils vont tous presque mourir, sauf cette personne que je sais plus le nom, et Didi. Mais revenons sur Kim. Le début de l'enquête a révélé qu'elle n'était peut-être pas morte d'une pneumonie, d'une complication respiratoire naturelle, mais qu'elle avait donc des substances toxiques dans son corps. Quand ils vont songer à ouvrir une enquête, devinez ce qui s'est passé. Le légiste est retrouvé mort et également la personne qui fait l'enquête. Et finalement, ça n'est resté là, elle est morte d'une pneumonie et basta. Mais ce que Didi n'a sûrement pas prévu ou vu venir, c'est qu'avant sa mort, elle avait envoyé son manuscrit, du moins les pages de son journal intime à quelqu'un et il vient donc de le sortir le 6 septembre 2024. Dans ce livre, qui est donc un recueil de journaux, donc de 60 pages de son journal intime, on apprend un ensemble de détails très sordides. Elle aborde par exemple les orgies qui avaient lieu chez lui dans les années 90. Lors de ces fêtes placées sous le signe de la kétamine, l'artiste avait donc des multiples relations sexuelles avec des femmes, des hommes, parfois des rappeurs, parfois des musiciens, parfois des travailleuses du sexe, pardon, dans mon script c'est écrit prostituée, et parfois avec des jeunes garçons, dont une pop star de 18 ans connue de tous. C'est les mots qui sont écrits dans son livre, et c'est à cause de cet extrait qu'on suppose une fois de plus que Justin Bieber a été victime de P. Diddy et a malheureusement été abusé par Didi quand il était plus jeune et même jeune adulte. Je vais pas rentrer dans le sujet et en reparler parce que j'ai fait une vidéo dédiée à ça. Que ce soit quand Usher, qui devait s'occuper de Justin, l'a envoyé passer 48 heures chez P. Diddy.
Alors que Usher lui-même avait été envoyé chez P. Diddy quand il était jeune et il a dit que c'était horrible, qu'il a vu des choses vraiment choquantes et qu'il enverrait jamais son enfant. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy camp? Hell no. Mais voilà, Usher a envoyé Justin passer 48 heures là-bas. Act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. But you never really got my number, so. Correct. Okay. My number? Yeah. I'm gonna tell you my number. Yeah. Dans cette vidéo, on parle aussi d'une vidéo quand Justin avait croisé Diddy dans la rue et ça avait été filmé et Diddy lui parle en le touchant le corps comme si il était à la recherche d'un micro et Justin il a l'air vraiment pas à l'aise. Il y a une vidéo qui a beaucoup tourné déjà à l'époque et qui est donc ressortie. C'est une vidéo où on voit Diddy avec Odell Beckham et Trey Songz et d'un coup Justin qui était donc à genoux devant un de ces hommes se lève et les gens vont commencer à dire que Justin était en train de faire une fellation de ces hommes. What they're gonna try to say is, no, Justin Bieber was just doing a line of coke. No, he didn't mess with his nose when he came up. He wiped his mouth. And maybe that's the price you pay for the money and fame at an early age. It was hard for me being that young and being in the industry. Bref, cette vidéo, elle est assez intéressante. Mais Kim continue son discours, donc son récit, en disant qu'après les rapports sexuels et les personnes qui faisaient des crises dues aux drogues consommées, Diddy et même les victimes recevaient carrément des perfs, donc des liquides par voie intraveineuse pour récupérer de l'effort et aller mieux et pouvoir refaire ça ou aller mieux et resubir ça. Vous voyez ce que je veux dire? Rien que ça, c'est horrible parce que les quoi, donc il fallait tenir. Elle a aussi écrit dans son journal intime qu'elle avait retrouvé des cassettes porno très choquantes cachées dans le coffre-fort de son mari. Certaines cassettes contenaient des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Les fêtes gays, c'est une chose, mais les jeunes garçons comme deux stars du hip-hop, autrefois managées par Diddy, mais aussi la pop star de 18 ans. Je n'aurais jamais su si j'avais pas vu ces cassettes-là. Malheureusement, elle a pas dit c'était qui les personnes en question, mais une fois de plus, les gens se demandent si la pop star mondiale de 18 ans, c'était pas Justin, parce que franchement, pop star de 18 ans, à qui vous pensez? Dit comme ça. Elle confie aussi les violences qu'elle subissait avec lui, par exemple, qu'il avait frappé plusieurs fois quand il perdait son sang-froid. Il lui aurait aussi adressé des menaces de mort plusieurs fois, et une fois de plus, bizarrement, la meuf, elle est morte d'une pneumonie, le médecin légiste est mort, le policier est mort, et personne ne se pose de questions. Bah non. J'ai commandé le livre, si ça vous intéresse, je peux vous faire un débrief un peu comme je vous avais fait avec le livre de Britney Spears, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et on va parler donc d'une dernière personne, une personne très importante dans tous ces scripts que j'ai pu faire en ce qui concerne cette industrie-là, qui est donc Jaguar Wright. Ceux qui ont vu les vidéos précédentes, vous savez qui c'est, vous connaissez le courage de cette femme de dénoncer tout ça depuis des années et être l'une des seules. Mais Jaguar, elle bossait donc dans ce milieu quand elle était jeune et elle a très vite découvert qui ils étaient vraiment. Mais dès qu'elle a commencé à dire des choses qui leur ont pas plu, elle a direct été boycott de l'industrie. Jay-Z lui aurait clairement dit qu'elle était sur la liste noire, qu'elle allait jamais voir sa carrière décoller, qu'elle allait jamais signer un seul contrat et que c'était fini pour elle. Et c'est vrai que Jaguar, ça fait 4 ans qu'elle parle ouvertement du cas Diddy, R. Kelly et Jay-Z. Will slump anyone in any relationship for $1. Et tout le monde l'a toujours traitée de folle, de jalouse, parce qu'elle a jamais réussi à percer. Et c'est vrai qu'elle a une façon de parler qui fait que les gens disent qu'elle est sous drogue, qu'elle dit n'importe quoi, alors que c'est juste que je pense que la meuf, elle doit avoir la rage de savoir autant de choses, de s'exprimer et que finalement rien ne bouge, rien ne change. Mais finalement, la meuf, elle est pas folle parce que le procureur donc qui a donné cette interview va dire des choses que Jaguar avait déjà mentionnées et que moi-même je vous avais déjà mentionné dans des vidéos il y a 1 an de ça, il y a 8 mois de ça. Ça prouve que ce qu'elle dit, c'est pas n'importe quoi. Et Jaguar va donner une interview après l'arrestation de Diddy. Je crois que son interview était la semaine dernière, même pas. Elle va parler de Diddy, mais aussi de Jay-Z en disant que Jay-Z doit être le prochain. Je vous avais parlé de Jay-Z dans ces 2 vidéos-là, à savoir Jay-Z est très proche de R. Kelly. R. Kelly qui a pris 30 ans de prison à vie quoi, et Diddy qui est actuellement accusé pour des faits similaires que R. Kelly. Mais Jay-Z a toujours été proche de ces 2 personnes. Je vous conseille la vidéo de Jay-Z pour que vous compreniez l'ordure qui est ce mec, parce que je suis désolée les gars, il a fait des choses. Jay-Z était meilleur ami avec Damon Dash, ils étaient potes depuis des années. Damon Dash l'a aidé à se lancer. Damon Dash a malheureusement appris que sa petite amie s'était fait
par R. Kelly. Damon Dash l'a dit à Jay-Z et vous savez ce que Jay-Z a fait. Il a décidé de collaborer avec R. Kelly à peine quelques mois après la mort de la petite amie de Damon. Donc à quelle heure tu vas collaborer pour un album, même si c'est R. Kelly, même s'il est ultra connu, comment tu peux être aussi une ordure pour aller collaborer avec le mec qui a la petite amie de ton meilleur ami? Vous voyez? And you know that I got a girl that your man and I'm like, you gonna still work with him. So what you think I felt? The beef is just grown. It was more friendship for me and money for him. He did things that I thought he would never do. Et Jaguar maintient son récit qui est le même, que Jay-Z doit aussi payer pour énormément de choses, comme par exemple la femme qu'il a mis enceinte pendant qu'il était déjà avec Beyoncé et qu'il a fait disparaître. Par disparaître, je parle d'assassinat, vous voyez. Donc en ce qui concerne Jay-Z, il y a quand même des choses assez sombres. Je vous laisse avec son interview. But the only thing I'm interested in him talking about is everything he knows about Kathy Coriana White. I know you know what happened, Diddy. You and Jay-Z down in Vegas. Why don't you just talk about Kathy Coriana White, Jay-Z's pregnant mistress, died 24 hours after she announced that she was going public with their relationship and the baby. Elle va aussi aborder d'autres sujets. Do you think they'll bring up charges on Jennifer Lopez? They better. She committed perjury. Last time I checked, there's no statute of limitation on perjury. Do you think Jay-Z is scared right now? Oh, he's terrified. The Jay-Z victims are going to be worse because of the psychological torture that comes along with what he does. What was the last conversation that you and Jay-Z had? How did that go? He told me he was going to end my career and make sure no one in the world ever knew I existed, and I told him it was a pretty big world, and we'll see, Sean. Fuck Sean, both of y'all. I got you, bitch. I told you. À savoir, il y a une dernière personne qui a porté plainte contre Diddy. C'était donc en septembre. C'est l'ancienne membre de Danity Kane. Elle s'appelle donc Richard et elle a tenté une poursuite contre Diddy, l'accusant d'abus verbal, d'agression, de violence et de détresse émotionnelle. La plainte déposée dans le district sud de New York décrit un schéma d'abus et d'intimidation depuis qu'elle a rejoint donc le groupe Danity Kane via l'émission Making the Band produite par Diddy chez MTV. Richard est décrit Diddy comme un homme violent qui utilisait fréquemment la force physique. Elle va dire que pendant une décennie, Diddy l'a manipulé en insinuant que sa carrière dépendait tout simplement de sa soumission à ses exigences. En gros, si elle voulait réussir, elle devait faire exactement ce que Diddy lui demandait. Elle va dire que c'est que après que Cassie a révélé ses propres abus que Richard a pris conscience de l'ampleur de ses souffrances et à quel point c'était important de s'exprimer. Elle affirme que Diddy faisait des avances sexuelles non désirée, non-stop à elle et la punissait professionnellement lorsque elle le repoussait. Elle va dire qu'après la dissolution de son groupe en 2009, elle s'est retrouvée sans ressources financières et a continué à travailler pour Diddy sans être rémunérée parce que, en fait, elle n'a jamais été payée quand elle bossait avec Diddy. Donc elle se dit, si je quitte Diddy définitivement, il va jamais me payer pour tout le travail que j'ai fait. Et en plus, elle n'avait pas d'autre solution, donc elle a continué de travailler avec. Pour que vous ayez une idée, elle n'a pas été rémunérée pour le premier album de Danity Kane qui s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires et pour lequel elle estime qu'elle aurait dû recevoir 1 million de dollars. Elle prétend également être due de 500 000 dollars en plus pour le deuxième album du groupe et en plus de ça 1,2 million de dollars pour son travail avec Diddy après, donc elle a continué sa carrière en solo. Richard affirme également avoir été témoin des abus horribles de Diddy envers Casey. Elle va dire que elle et Kalena Harper, une autre membre, ont tenté d'aider Cassie à échapper à cette relation abusive, mais ont été menacées par Diddy quand il a su que les filles essayaient donc d'aider Cassie. En 2021, Diddy a transféré les droits de ses chansons à Sony, mais Richard n'a jamais reçu de compensation. Voilà donc où ça en est pour l'instant.